puis vous me Oui, dites je vais comment vous commencer après organisez. Madame Vautrin et Monsieur Loss sur la partie énergie et Madame Vautrin sur la partie agricole. D'accord. Alors, deux mots quand même par rapport à cette mission. Donc, c'est une mission c'est une mission qui a mené 90 auditions. Qui a notamment rencontré les plus grands responsables des places de marché, les principaux régulateurs des grandes entreprises mondiales, comme Rio Tinto, comme Rhodia, comme Eramet, comme Nexan. Et puis également, nous avons rencontré des spécialistes tant des marchés physiques que des marchés financiers, parce que les deux aspects sont particulièrement importants dans cette mission. Également des représentants de la Commission des affaires, la Commission européenne, la Banque mondiale, le FMI et le FAO, ainsi que l'Agence internationale de l'énergie. Donc, comme vous le comprenez, c'est une mission qui a pris l'angle d'ouverture au niveau internationale et non pas nationale, donc elle n'a pas traité les moyens, par exemple, d'atténuer les fluctuations de prix sur le territoire national. D'autre part, la mission n'a pas non plus développé les questions liées à l'approvisionnement en termes de matières premières, puisque la commission développement durable présentera la semaine prochaine un rapport sur ce sujet. Voilà un petit peu le cadre de cette mission, donc sur cet aspect international. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, quelle est la situation actuelle sur les marchés des matières premières et pourquoi? D'abord, on peut dire que depuis les années 2000, les principales matières premières ont toutes connu une hausse importante de leur cours, conjuguée avec une forte volatilité. Et par définition, la volatilité, ça veut dire aussi bien de la hausse que de la baisse. Ça a été vrai, quelques exemples pour le prix du baril de pétrole, qui a été multiplié par 7 entre 2000 et 2008 et qui aujourd'hui est aux environs des $100 le baril. Ça a été vrai pour le gaz naturel qui a explosé, c'est le cas de le dire, de près de 80% entre 2007 et 2008. Après une baisse. Ça a été vrai également pour les matières premières agricoles, notamment le blé, le maïs, un chiffre, 155 € la tonne en 2006, 238 en juillet 2011, et ça a été vrai également pour le coton, et ça a été vrai également pour l'aluminium, là aussi des chiffres conséquents, 1500 $ au début de l'année 98, aujourd'hui 2500 $ en 2011. Donc, vous le voyez, des hausses assez fulgurantes, mais comme il y a de la volatilité, des baisses tout aussi fulgurantes, puisque il y a eu une crise à ce moment-là. Depuis 2008-2011, le cours des matières premières a baissé 3 fois plus vite que lors d'un cycle moyen, en 4 fois moins de temps que d'habitude. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça augmente et ça baisse aussi très rapidement. 3 facteurs peuvent expliquer cet état de fait. D'abord, le premier, c'est la hausse de la demande mondiale en matières premières. C'est la demande croissante des pays émergents, et notamment de l'Asie qui consomme de plus en plus sur la demande mondiale de produits de base. Et puis, on note également une plus grande synchronisation des cours des matières premières avec les mouvements des marchés boursiers. Et ce phénomène-là est confirmé par le FMI. L'ensemble des marchés présente une plus grande sensibilité à l'évolution économique générale. Voilà un petit peu le constat de ces hausses assez inédites depuis 2000. Pourquoi cette situation ? Là aussi, la Commission a dégagé 2 grands ensembles de facteurs qui peuvent expliquer ces hausses de prix et ces variations. D'abord, des aléas conjoncturels, notamment des phénomènes
météorologiques. C'est davantage vrai pour les prix, les cours des matières premières agricoles, mais Catherine Vautrin le développera. On a vu la sécheresse en Russie, on a vu les inondations en Australie et aux États-Unis, et puis il y a eu les pluies également au Pakistan, et bien sûr, tout récemment, c'est l'accident de Fukushima qui a poussé certaines matières premières fossiles à la hausse, bien sûr. Il y a également des phénomènes géopolitiques. C'est plus sensible concernant le pétrole, puisqu'il est surtout produit à 90% dans les pays qui connaissent un risque politique. Et on a vu les derniers événements au Maghreb qui ont quand même eu une influence notoire, d'autant que ce pétrole est soumis aux arbitrages de l'OPEP. Et puis, il y a également les prix des matières agricoles, le blé. La Russie a stoppé les exportations de céréales en 2010, et ça a entraîné une hausse. Le cacao également. Et puis encore autres secteurs, les terres rares, qui ont souffert des différends entre la Chine et le Japon en octobre 2010. Donc des aléas conjoncturels, je disais, mais également des tendances de fond. Et l'on retrouve la demande croissante de la Chine et des autres pays émergents sur les matières premières. On retrouve également l'insuffisance de l'offre qui crée des tensions sur les marchés énergétiques, notamment parce que l'investissement au niveau de l'extraction est en baisse. Et puis, il faut dire aussi, troisième phénomène de fond, c'est l'opacité des marchés physiques qui, à défaut d'une transparence et à défaut de fiabilité d'information, eh bien, il y a des réactions disproportionnées sur les marchés. Face à cela, eh bien, la financiarisation croissante des marchés des matières premières est bien là, et il faut des mesures de régulation. C'est l'objectif notamment de ce rapport qui doit aller nourrir la réflexion et les mesures à prendre dans le cadre du G20. Alors, on a été amené à aborder les marchés dérivés de matières premières qui ont certaines caractéristiques. On a relevé que ce sont des marchés qui sont de plus en plus concentrés, et notamment on voit l'importance que prennent les bourses chinoises comme Dalian, comme Shanghai, comme Shenzhou et comme les bourses anglo-américaines d'une manière générale qui deviennent de plus en plus influentes. On voit également les acteurs financiers qui investissent de plus en plus dans les matières premières, et depuis les débuts des années 2000, les matières premières représentent, il faut bien le dire, une classe d'actifs au même titre que les actions ou les obligations. Et également, on voit que les montants engagés dans les marchés dérivés de matières premières représentent une faible part des transactions globales de produits dérivés, moins de 2% sur l'ensemble des contrats, même lors du pic de 2008. Puis, dernier élément, depuis 2005, il y a un accroissement significatif des investissements sur les marchés de gré à gré, beaucoup plus opaques que les marchés organisés, ce qui ne va pas sans poser de problème. Alors, face à cette financiarisation des marchés de matières premières, il y a tout le débat sur le rôle de la spéculation. On n'a pas réellement vu d'études qui aient voulu démontrer, je dis bien voulu, démontrer un lien de causalité entre l'activité sur les marchés à terme et l'évolution des prix au comptant. Alors, souvent, on nous a avancé que les spéculateurs étaient utiles parce qu'ils assurent une contrepartie à l'activité de couverture des acteurs commerciaux, et aussi parce qu'ils ont un certain temps de retard sur les prix. En revanche, si tant est qu'il nous a été dit ça, en revanche, il y a un quasi-consensus pour reconnaître que la spéculation, elle, amplifie ce désordre au niveau et les déséquilibres sur l'économie réelle. Et puis, plusieurs arguments nous montrent que cette spéculation, elle est importante dans l'évolution des prix. On estime, par exemple, que le premier propriétaire mondial de stocks pétroliers n'est pas Aramco, comme
c'est régulièrement avancé, mais que c'est bien une société privée qui détient la principale portion des stocks pétroliers au monde, et c'est Morgan Stanley, tout simplement. Et cette spéculation privée joue incontestablement un rôle très important sur la hausse des cours du baril, par exemple, entre 2000 et 2008. Ça a été le même phénomène sur le cuivre, où les prix ont augmenté sous cette fonction privée. Également, plusieurs études ont montré le rôle fondamental des fondamentaux économiques dans l'évolution du prix sur telle ou telle matière première, et que la spéculation, encore une fois, amplifie ce phénomène préexistant. Alors, ce qu'on peut dire également, ce qui est sûr, c'est que les marchés financiers conditionnent bien la formation des prix des matières premières. On l'a vu, un certain nombre d'opérations commerciales sur le prix est dérivé des contrats à terme, et notamment le pétrole, et là je pense que François Loss l'expliquera en détail. On voit également apparaître de nouveaux produits d'investissement qui commencent à déstabiliser les marchés. Ce sont les fameux ETF, Exchange Traded Funds, qui sont tout simplement des certificats d'investissement qui en contrepartie vous donnent un stock physique de métaux. Et là, les principaux gestionnaires de ces fonds, c'est Goldman Sachs et c'est JP Morgan, qui créent intentionnellement une pénurie en retirant le métal du marché, et donc ils font un phénomène de yo-yo assez important qui influe directement sur les prix. Alors, je ne vais pas être plus longue et laisser au rapporteur le soin de présenter chacun dans ses parties, partie agricole, partie pétrole et minerais, comment les propositions pour limiter l'instabilité des cours des matières premières, avec quand même dans le rapport deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'apaiser les tensions sur les marchés physiques. Le deuxième, c'est de prévenir les risques d'instabilité, notamment en provenance des marchés financiers. La mission, bien sûr, a préconisé certaines mesures qui nous paraissent essentielles pour limiter les excès de volatilité et surtout éviter la fuite des capitaux vers des marchés beaucoup moins régulés, notamment l'Asie. Le G20 devra donc envisager la régulation sur l'ensemble des marchés de matières premières, avec trois préconisations qui seront détaillées, mais d'ores et déjà, il faut améliorer l'information sur l'identité des acteurs qui interviennent sur ces marchés et la nature des opérations qui sont faites. Il faut également donner aux régulateurs financiers le pouvoir de limiter les prises de position sur l'ensemble des marchés dérivés de matières premières. Et puis ensuite, la troisième proposition principale, c'est de sécuriser les transactions réalisées sur les marchés de gré à gré, et notamment en renforçant la protection et la supervision des chambres de compensation. Voilà, chers collègues, une synthèse de notre rapport qui va présenter à la fin. Vous avez à la fin 33 propositions, dont une, mais c'est un avant-projet, je tiens à signaler. Donc sur certaines de ces propositions, il y aura une synthèse, elles seront regroupées notamment sur la proposition numéro 12. Et je tenais également à saluer le très bon état d'esprit de notre mission d'information. Je crois que nous avons essayé de la faire d'une manière la plus complète possible, et de remercier également les administrateurs qui nous ont accompagnés pour le travail qui a été fait. Merci, Madame.